Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Parmi les faits marquants du jour, le pic de l'épidémie de coronavirus est-il derrière nous? Alors que le nombre de cas quotidiens est en nette baisse, la vigilance est toujours de mise. Nous ferons le point avec la directrice du centre hospitalier Princesse Grace, Benoît de Sévelinge. Comment va se dérouler la saison de sport d'hiver? Les stations de ski seront ouvertes en France, mais les remontées mécaniques seront, elles, à l'arrêt au moins jusqu'en janvier. Comment cette nouvelle a été accueillie par la Fédération monégasque de ski? Comment s'adapter face à cette situation? Nous serons avec le directeur technique de la Fédération pour en parler, Jacques Pastor. Dans ce journal également, il sera question de la nouvelle campagne de réfection des enrobés, opération qui a lieu 2 fois par an en principauté. Et puis il a été généralisé avec la crise sanitaire. Le télétravail est toujours fortement encouragé. Nous verrons dans cette édition comment les employés et les employeurs se sont habitués à travailler à domicile. Mais avant cela, les cas Covid-19 sont en nette baisse en principauté. Comment devons-nous analyser ces chiffres? Quelle est la situation au centre hospitalier Princesse Grace? Pour le savoir, nous avons contacté sa directrice. Bonsoir Benoît de Sévelinge. Bonsoir Émilie. Nous avons pris pour habitude de démarrer nos entretiens par cette question. Combien de patients sont actuellement pris en charge au CHPJ? Alors, nous avons 4 patients en réanimation, 13 patients en hospitalisation conventionnelle et 4 autres patients qui sont pris en charge pour d'autres pathologies, mais qui sont également Covid positifs. Il y a 10 jours, vous nous annonciez que 2 unités étaient mises en place, 2 unités Covid. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les 2 sont toujours en fonction? Alors, elles sont toujours effectivement installées. Pour l'instant, nous n'avons pas eu besoin d'ouvrir l'unité de soins critiques et nous espérons pouvoir rouvrir cette unité en bloc orthopédique dans les 3 semaines, 1 mois qui viennent. On l'a constaté avec la publication des bulletins quotidiens, le nombre de cas est en nette baisse depuis plusieurs jours et le taux de guérison est en progression. C'est encourageant? Oui, bien sûr, c'est encourageant. Moins on a de cas positifs, notamment sur les patients à risque, et plus on s'approche d'une situation qui pourrait revenir à la normale, du moins à l'hôpital, c'est-à-dire la fermeture des unités dédiées et la prise en charge de ces patients dans des unités conventionnelles. Néanmoins, il faut rester quand même très prudent, puisque dans ces contaminations, on retrouve encore beaucoup de patients à risque. Je rappelle que sur le Covid, les plus gros risques, c'est l'âge et le surpoids. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que la situation est maîtrisée en principauté? Oui, ça on peut le dire. Actuellement, en tout cas sur cette phase de l'épidémie, l'ensemble des indicateurs sont favorables et nous permettent de penser que nous allons revenir, comme je vous le disais, à une situation normale dans le mois qui vient. Et finalement, ce pic épidémique annoncé n'est jamais arrivé. Comment on peut expliquer cela? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a encore amélioré le dispositif avec la médecine de ville, puisqu'il y a un dispositif de suivi médical renforcé qui a été mis en place en collaboration entre médecins hospitaliers et médecins généralistes de ville, qui permet aujourd'hui de visiter les patients à risque à domicile et d'avoir une évaluation clinique médicale. Cette évaluation, elle permet d'anticiper potentiellement les hospitalisations, voire de les éviter, en tout cas de garder ces patients sous surveillance médicale. C'est quelque chose qui, je pense, nous aidera énormément lors des prochaines phases. Est-ce que les visites vont pouvoir reprendre dans les différents services ou là encore, on préfère rester prudent? Alors pour l'instant, on reste prudent. Évidemment, chaque situation se voit au cas par cas et dans les situations les plus compliquées, on peut autoriser les visites sur dérogation. Là, par exemple, on a organisé une visite en réanimation pour un patient qui est là depuis très longtemps et qui a besoin, pour guérir aussi, d'améliorer son moral. Et pour améliorer son moral, il doit voir ses proches. Maintenant, on reste prudent. La situation qu'on pouvait éviter, c'est des contaminations à l'hôpital par des visiteurs et donc il faut éviter les flux. Est-ce qu'on arrive à se projeter, Benoît de Sévelinge? Est-ce qu'il y a des indicateurs de l'Institut Pasteur? On le sait, on suit beaucoup leurs chiffres. À quoi peut-on s'attendre dans les prochains jours? On attend une diminution progressive de cette épidémie, enfin de décontamination, sachant que sur Monaco, la particularité, c'est que le nombre absolu est assez faible et donc le moindre cluster peut nous mettre dans une situation compliquée. Merci beaucoup Benoît de Sévelinge d'avoir été avec nous ce soir. Je vous en prie. Faisons le point sur le reste de l'actualité avec vous, Frédéric Elion. Bonsoir Frédéric, on débute avec des remises de lettres de créance ce matin au Palais Princier.
Les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires du Japon, d'Espagne, de République tchèque et d'Inde ont remis leurs lettres de créance ce matin au prince Albert II. Junichi Ihara, José Manuel Álvarez Bueno, Michal Fleischmann et Jawed Ashraf sont donc les nouveaux hauts diplomates accrédités en principauté. Notez ce rendez-vous dans vos agendas. La direction des affaires culturelles propose 3 concerts de musique baroque. 3 dates à retenir, Émilie, les mardis 1er, jeudi 3 et vendredi 4 décembre à 19h30. Exceptionnellement cette année, afin de permettre l'accueil du public dans le respect des conditions sanitaires, les concerts auront lieu à l'église Saint-Charles. Au programme, les mystères glorieux du rosaire dans l'Italie baroque mardi 1er, l'Assunzione della Beata Vergine jeudi 3 et voyage musical dans l'Europe des Lumières de Charles Burney vendredi 4. On termine par cette nouvelle, le report du salon Magic 2021. L'équipe de Shibuya Productions l'a annoncé en début de semaine. La prochaine édition du Magic Monaco sera organisée les 26 et 27 février 2022, toujours au Grimaldi Forum. Une décision prise en raison de la situation sanitaire actuelle et de la difficulté de se projeter sur le mois de février. Merci Frédéric. Parlons à présent de cette nouvelle campagne de réfection des enrobés qui a commencé en début de semaine. Elle concerne plusieurs quartiers de la Principauté et est réalisée de nuit. Alexandra Pagny a assisté hier soir à ces travaux qui se déroulent en 2 phases. Il est 22h, nous nous trouvons sur l'avenue Albert II dans le quartier de Fontvieille. La circulation à cette heure-ci est considérablement réduite. Pour nuire le moins possible aux usagers, la direction de l'aménagement urbain organise 2 fois par an des campagnes de réfection des enrobés. Et je me trouve actuellement avec Stéphane Mélan. En quoi consistent ces réfections ? Bonsoir Alexandra. Donc ces enrobés de cette semaine viennent en complément de la petite campagne que nous avons réalisée en printemps dernier. Et nous avions débuté donc cette campagne dès lundi sur le quartier des Fleurs. Alors nous faisons ces travaux de nuit pour 2 raisons. La première, qui est bien sûr évidente, c'est pour réduire l'impact sur la circulation. On profite également du couvre-feu actuellement actif en Principauté pour faire ces travaux. Et il y a une deuxième raison qui est plus technique. Il faut savoir que les enrobés ils sont mis en œuvre à une température qui avoisine environ les 160 degrés Celsius. Et il est pour nous difficile de faire ces travaux 2 jours compte tenu du trafic routier et du transport qui part de la plaine de Carrosse jusqu'à Monaco. Des campagnes qui sont donc, vous l'aurez compris, réalisées de nuit pour nuire le moins possible aux usagers. Et prochain rendez-vous donc en mars 2021. Décembre annonce souvent le coup d'envoi de la saison de sport d'hiver, mais cette année, les stations de ski la vivront différemment. Les remontées mécaniques resteront, elles, fermées. Côté sportif, comment s'adapter face à cette situation? Un aspect que nous avons voulu aborder avec le directeur technique de la Fédération monégasque de ski. Bonsoir Jacques Pastor. Bonsoir Émilie. Est-ce que cette déclaration du président de la République française a jeté un coup de froid sur les stations? Alors bien évidemment, hein, c'est difficile pour tous les collègues, moniteurs, entraîneurs et commerçants qui sont en station, mais on va bien entendu se conformer à la règle, puisqu'on ne peut pas pratiquer notre sport en principauté, bien entendu. Donc on va suivre comme les autres structures françaises les règles qui seront imposées. Vous êtes en lien justement avec Isola, avec Oron, avec Valbert. Comment ils entrevoient cette saison? Il y a une date, il y a quand même une petite lueur d'espoir de pouvoir démarrer à un moment donné. Et en ce qui concerne la période où aujourd'hui il semble que tout reste fermé, on va essayer de trouver des solutions pour s'adapter, pour garder nos coureurs en forme, hein, je crois que c'est le mot, pour qu'au moment où les stations vont pouvoir ouvrir et où ils vont pouvoir faire des compétitions, être en forme et être prêts. Et justement, Jacques Pastor, comment la Fédération monégasque de ski se projette dans cette saison? Alors si vous voulez, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau des sportifs dits de haut niveau, Arnaud Alessandria et Younes Terbech, qui tous les 2 ont gagné leur place au sein de structures françaises de haut niveau. Selon l'âge, bien entendu. Arnaud est avec les équipes de France, Younes est avec le Pôle Espoir. Donc ces structures
par arrêté ministériel français, ont des possibilités de s'entraîner. Et d'ailleurs, très récemment, Arnaud était encore à Tignes, où il a pu skier vraiment sur la neige, sur le glacier, parce que le sport de haut niveau est autorisé en France. Il y a des conditions quand même sanitaires à respecter? C'est très strict, avec une batterie de tests qui est faite régulièrement au sein des équipes, et ils ont la chance de pouvoir s'entraîner dans des structures qui fonctionnent. Et évidemment, on suit le programme, ce qui est proposé par ces structures. En ce qui concerne plus localement les jeunes de la Fédération et du Monte Carlo Ski Club, on va se réunir très prochainement pour pouvoir proposer des solutions. Une remise en forme, une préparation physique et surtout un suivi à nos coureurs qu'on ne peut pas abandonner comme ça dans la nature pour cette période importante. Donc on va plutôt axer sur une continuité de la préparation physique pour que, au moment où ça va réouvrir, on puisse être prêt, les coureurs, les entraîneurs et tout le staff. Et combien Monaco compte de licenciés? Entre 40 et 50 licenciés, mais le ski est quelque chose qui est très vivant en principauté et surtout est pratiqué par une grande partie de la population monégasque qui, j'imagine, attend avec impatience l'ouverture des stations. Nous parlions, Jacques Pastor, tout à l'heure de Arnaud Alessandria. Est-ce que la compétition a repris pour lui? Pas vraiment dans sa discipline qui est la vitesse. Aujourd'hui, les Coupes du Monde et les Coupes d'Europe auxquelles devrait participer Arnaud ont repris, mais plutôt sur l'aspect technique. Donc bien entendu, Arnaud se prépare et on espère que ça va pouvoir faire parce qu'il a eu un bon entraînement cet été, malgré ces conditions. Et puis il y a des échéances, Jacques Pastor, les Jeux Olympiques. On le sait, c'est en 2022, mais c'est vrai que ça se prépare une compétition comme celle-ci. C'est un peu une épreuve phare. Mais dans la carrière de ces deux jeunes, c'est une étape importante, certes, mais c'est une étape de leur carrière sportive. Mais la préparation se fait tout au long de leur journée, de l'année, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Le ski, c'est toute l'année. Merci beaucoup, Jacques Pastor, d'avoir été avec nous ce soir. Merci, Émilie, et à bientôt sur les pistes. À bientôt, Jacques Pastor. On reste dans le sport avec du basket. La Roca Team joue demain à la salle Gaston Médecin, Frédéric. Oui, un match amical face à Antibes-Émilie, coup d'envoi à 16h. Monaco a déjà affronté les Sharks en pré-saison. C'était au mois de septembre à l'Azur Arena et à l'époque, pour cette rencontre de reprise après 175 jours sans match officiel, Monaco s'était imposé de 20 points, 79-59 face aux pensionnaires de Pro B. La Roca Team a également annoncé ce matin la date du match face à Andorre. Une rencontre programmée initialement le 2 novembre dernier, mais qui avait dû être reportée en raison de plusieurs cas de Covid-19 dans l'effectif andorran. Ce match, comptant pour la 6e journée d'Eurocup, se disputera finalement mardi 29 décembre à 19h à la salle Gaston Médecin. Une rencontre entre deux équipes bien parties pour se qualifier pour le top 16. Je vous rappelle qu'avant cela, la Roca Team recevra la Virtus Bologne mardi 9 décembre à 19h. Pour un des chocs de la poule C d'Eurocup. Et on termine par de la culture et une idée de sortie pour demain soir, Frédéric. Une des dernières soirées de carnaval, un spectacle à découvrir demain à 19h au Grimaldi Forum qui vous transportera en 1762 dans la demeure d'un tisserand vénitien, le dernier soir du carnaval. Une comédie joyeuse et subtile sur les rapports humains. Dans le cadre de l'opération Culture et vous à Monaco, vous pouvez bénéficier d'un tarif unique de 5 € pour ce spectacle. Merci Frédéric, on vous retrouve tout à l'heure pour les prévisions météo. Avec la crise sanitaire, le télétravail s'est généralisé depuis plusieurs mois. Employeurs et employés se sont adaptés à cette nouvelle forme d'exercer sa profession à domicile. Nous nous sommes justement intéressés à cette pratique qui est, pour l'heure, vivement encouragée dans les entreprises. C'est notre Focus Info du jour, il est signé Christine Datomel. Travail au bureau ou à la maison, l'année 2020 nous a réservé bien des surprises et a bouleversé nos habitudes. Une année aussi qui a ouvert la voie au télétravail. En principauté, durant le premier confinement, de nombreuses sociétés avaient opté pour cette solution et Monaco Télécom, leader dans cette voie, avait vu l'ensemble de ses employés travailler depuis son domicile.
Depuis, l'opérateur monégasque a adopté ce nouveau mode de travail. Depuis quelques mois, les postes éligibles au travail à distance effectuent 2 jours par semaine en présentiel au sein de l'entreprise et 3 jours depuis la maison. Une manière pour Monaco Télécom de maintenir le lien social tout en protégeant la santé de ses employés. Le télétravail, on l'a testé chez Monaco Télécom depuis le début, puisqu'on a été une entreprise pilote. Donc, le gros avantage en période normale, c'est un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, et je pense que c'est très important. Ça permet aussi pour certaines tâches d'être beaucoup plus concentrés. Nous ici on est en open space, donc parfois il y a un petit peu de bruit, donc c'est vrai qu'il y a des tâches qui se prêtent vraiment bien au télétravail. La période que l'on vit est une période vraiment dérogatoire, exceptionnelle, on espère qu'elle ne va pas durer très très longtemps, et donc là l'avantage c'est surtout de permettre à l'entreprise d'accueillir les salariés dans les conditions de sécurité optimales. Donc en plus de tout ce qu'on a mis en place comme la prise de température à l'entrée, bien sûr les masques pour tout le monde, la distanciation, on a écarté les bureaux, ça permet surtout d'avoir moins de monde dans l'entreprise et donc de limiter les risques pour nos collaborateurs et pour l'entreprise également, puisque quand on a un cas de Covid, on en a eu dans l'entreprise, on a aussi les règles d'isolement qui se mettent en place. Et donc, quand on a moins de monde dans l'entreprise, on limite quand même les risques de transmission du virus. Le télétravail, un nouveau mode de travail qui semble avoir séduit les patrons, mais aussi les employés, de plus en plus de sociétés utilisant ce nouveau mode de fonctionnement. Thomas Ozenda nous a ouvert les portes de son domicile, transformé depuis quelques mois maintenant en bureau vue sur mer. Et c'est en plein rapport financier que nous retrouvons ce jeune cadre dynamique, comptable pour une compagnie de yachting. Alors le télétravail, ce qui est sympa, c'est qu'on se lève un peu plus tard déjà. Ensuite, on met en place son ordinateur, son écran. On regarde un petit peu tous les outils qu'on a de communication et on commence à travailler doucement et à communiquer avec tout le monde par les outils comme Zoom ou Teams sur Internet, quoi. Alors, est-ce que c'est pas compliqué de gérer une journée à la maison de travail ? Alors, dans mon secteur d'activité, c'est pas vraiment compliqué d'un point de vue professionnel. Ce qui est plus compliqué, c'est le côté interaction sociale. On a moins d'interaction sociale. Après, on peut totalement travailler. Nous, on a des outils et des systèmes informatiques qui nous permettent de travailler de la maison, quoi. Alors, est-ce qu'on grossit en télétravail ? Moi, je grossis même sans télétravail. J'ai tendance à rattraper mes tâches ménagères plutôt. Donc, c'est-à-dire, on fait des machines, on range un petit peu quand on a 2 minutes. Plutôt que de faire une pause café avec les collègues, là, on range un petit peu à droite, à gauche. Donc, non, pas trop la cuisine, quoi. Et est-ce qu'on a tendance aussi à travailler plus ? Ah ça oui, ça on a tendance à travailler beaucoup plus parce qu'on a plus de flexibilité, on est moins dérangé, on a moins d'interférences et les horaires s'allongent un petit peu plus, quoi, donc oui. Alors là on est en plein Covid, si le Covid s'arrête et qu'on vous propose, vous préférez continuer en télétravail ou retourner en entreprise ? Moi ma préférence ce serait de faire les deux. C'est-à-dire si je peux travailler par exemple 2-3 jours de la maison et alterner avec le travail, la différence, donc 2 jours, 2 ou 3 jours aussi. J'aime bien les deux. Et si le télétravail semble avoir séduit de nombreux travailleurs, il y a certains secteurs d'activité qui, eux, ne sont pas tombés sous le charme du travail à distance. Il y a moins de fréquentation, les gens viennent moins. Peut-être que les gens se font plus coiffer sur leur lieu d'habitation plutôt que sur leur lieu de travail comme ils le faisaient avant. Parce que c'est pratique, hein, entre midi et 2, un brushing, une coupe, c'est rapide. Les gens sont toujours pressés, donc quand on peut faire les choses entre midi et 2 ou le soir avant de partir, c'est génial. Là, le fait qu'ils soient à la maison, ils consomment sur le lieu d'habitation, plus sur le lieu de travail. Je pense qu'on est tous touchés, maintenant un peu plus, un peu moins. Nous, on a une baisse à peu près de 20% du chiffre. On le ressent moins par rapport à d'autres restaurateurs parce qu'on a la chance d'être dans un centre commercial. Maintenant, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Après, les gestes barrières, vous voyez, il y a le plexiglas, on les respecte. Même si c'est dur, nous, le masque toute la journée. Donc on espère que voilà, ça va s'arrêter tout ça rapidement. Le télétravail, une nouvelle façon d'exercer qui engendre forcément une mutation des pratiques sociales. La crise sanitaire et économique que nous traversons force les entreprises à se réorganiser. Et si cette mutation peut s'avérer séduisante pour certains et rencontrer une forte adhésion, elle soulève malgré tout bien des défis pour d'autres.
En attendant, l'environnement, lui, semble bénéficier du télétravail. L'empreinte carbone s'étant moins fait ressentir ces derniers mois. On passe aux prévisions météo. Avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour vendredi, Frédéric? Plutôt oui, Émilie, la journée sera globalement ensoleillée. Des nuages le matin qui se dissiperont dans l'après-midi. Il fera 10 degrés le matin et 14 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h38 pour se coucher à 16h57. Vendredi 27 novembre, nous fêterons les Séverins. Merci Frédéric et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Vous avez pu le découvrir ce soir dans notre édition. L'asphalte monégasque fait peau neuve dans certains quartiers. Une campagne de réfection sur laquelle revient notre photographe Manuel Vitali. On se retrouve demain pour un nouveau JT sur Monaco Info.